Les lumières fluorescentes de l'hôpital des anciens combattants projetaient des ombres crues sur la peau sombre de Clarence Rose, tandis que les jeunes vétérans ricanaient en voyant ses mains tremblantes. Un vieil homme noir, avec pour tout bien une veste élimée et une signature vacillante, à peine digne de leur attention. Le lieutenant Nolan Gravois l'aurait sans doute ignoré lui aussi, si Clarence ne s'était pas effondré, laissant sa manche se retrousser. Le tatouage fané GU9 déclencha aussitôt des protocoles de sécurité et ferma l'accès au dossier. L'unité Fantôme 9 était censée n'être qu'un mythe, ses soldats morts depuis longtemps, ses missions jamais reconnues. Mais les mythes n'ont pas de battement de cœur, ni de filles qui ignorent jusqu'à l'existence de leur père. Tandis que Gravois commençait à remonter 50 ans d'effacement délibéré, des hommes puissants surgirent de l'ombre, déterminés à garder leurs secrets enterrés, quitte à enterrer aussi ceux qui s'en approcheraient. La salle d'attente de l'hôpital des anciens combattants de la rue Saint-Rémy bourdonnait du son familier des vétérans patientant pour leur rendez-vous. Les néons zébraient le linoléum usé d'une lumière cruelle. Dans un coin, Clarence Rose, 84 ans, serrait une chemise cartonnée contre sa poitrine. Sa veste militaire, vert olive, sans insigne, pendait sur ses épaules étroites. Sa casquette poussiéreuse masquait un visage sillonné par le temps. Ses yeux, voilés par l'âge, se posaient par instants sur l'horloge accrochée au mur. De l'autre côté, un groupe de jeunes vétérans, la trentaine, s'étalait sur des chaises en plastique, leur service encore tout proche dans leurs souvenirs. L'un d'eux, un colosse au tatouage de la Légion étrangère dépassant de sa manche, donna un coup de coude à son camarade et désigna Clarence. « Mat Papy », souffla-t-il, mais pas assez bas. À tous les coups, il n'a jamais vu un vrai combat de sa vie. Les autres ricanèrent, juste bons à cirer des godillots et éplucher des patates. À leur époque, ils mettaient les nègres à part. Un troisième ajouta: « Mon grand-père disait qu'il servait surtout de porteur. Je parie que sa veste, c'est juste pour se donner un genre. » Leur rire fit tressaillir Clarence qui serra plus fort sa chemise, les jointures blanchies. Il baissa les yeux sur le sol sale, son visage demeurant impassible, comme s'il n'avait rien entendu. Les portes automatiques s'ouvrirent, et le lieutenant Nolan Gravois entra dans la salle. 35 ans, la démarche précise d'un militaire aguerri, le buste droit même en civil. Sa coupe de cheveux réglementaire et son regard, qui jaugea la pièce d'un coup, trahissaient son statut actif. Affecté temporairement à l'administratif, suite à une blessure à l'entraînement, il jugeait ce poste sans grand intérêt. Son regard s'arrêta sur Clarence, haussa légèrement un sourcil à la vue de la veste sans écusson. Encore un mythomane, pensa-t-il. En 3 semaines, il en avait déjà vu des dizaines. « Monsieur Dupuis » appela une infirmière. Un homme d'une 50aine d'années se leva et suivit la soignante. Les rires redoublèrent. Une infirmière noire d'une 40aine d'années, son badge indiquant Lucie Thomas, sortit alors de l'accueil, le visage dur. Elle s'approcha du groupe. « Ça suffit, dit-elle d'un ton sec. Vous devriez avoir honte. » Le tatoué se redressa. « On rigolait juste, madame. »« Aux dépens d'un frère d'armes, » répliqua Lucie. « Un homme qui mérite plus de respect. »« Comment vous savez ce qu'il a fait ?» lança l'un d'eux. « Je travaille ici depuis 15 ans. Monsieur Rose vient depuis bien plus longtemps. Faites-moi confiance. Il est loin d'être ce qu'il paraît. » Gravois, intrigué malgré lui, s'avança et prit la chaise libre près de Clarence. « Bonjour, monsieur, » se présenta-t-il. « Lieutenant Nolan Gravois. » Clarence leva lentement les yeux, les posa un instant sur lui, puis les abaissa sur sa chemise. « Clarence Rose, » dit-il d'une voix rauque. « Armé » demanda Gravois en désignant la veste. Clarence hocha faiblement la tête. « Quel régiment ?» Un silence pesant s'installa. Les mains de Clarence tremblaient davantage. « Pas la peine d'en parler, » murmura-t-il. Avant que Gravois ne puisse insister, une infirmière appela. « Clarence Rose, le docteur va vous recevoir. » Clarence se leva difficilement, ses genoux craquant. La chemise lui échappa, les papiers se répandirent. Gravois se pencha pour l'aider, aperçut des documents médicaux, des prescriptions et des formulaires militaires caviardés avant que Clarence ne les lui arrache d'un geste sec. « Ça va. Je gère, » grogna-t-il. Au guichet, l'infirmière tendit un formulaire à Clarence. Sa main tremblante lutta pour signer,
son paraphe un gribouillis illisible. « Je peux vous aider » proposa Gravois, le regard toujours sceptique. « Ça fait 84 ans que je signe mon nom. »« Pas besoin, » répliqua Clarence. Puis il fit un pas et s'effondra. Gravois le rattrapa de justesse. « J'ai besoin d'aide ici » cria-t-il. Lucie accourut avec 2 collègues. « Sans doute encore son diabète, dit-elle. » Tandis qu'il l'allongeait, la manche de Clarence glissa, révélant un tatouage bleu-noir, une dague croisée avec un bâton de bambou, encerclé par un serpent qui se mordait la queue, surmonté des lettres GU. Gravois blêmit. « Impossible » souffla-t-il. « Quoi » demanda Lucie. « L'unité fantôme 9 » balbutia Gravois. « Un mythe, un commando spécial du Vietnam. À l'école d'officiers, on en parlait, mais la moitié disait qu'il n'avait jamais existé. » Les brancardiers arrivèrent et emportèrent Clarence. Gravois resta figé, son esprit en ébullition. De retour au bureau, il chercha le dossier de Clarence. Accès refusé. Même avec son code militaire. Classifié. Contactez le ministère de la Défense. La secrétaire fronça les sourcils. C'est étrange. Hier encore, son dossier était consultable. Gravois acquiesça distraitement, déjà décidé à creuser. Le soir venu, Gravois entra discrètement dans la chambre de Clarence, endormi sous les perfusions. Il fouilla la veste et trouva un petit carnet usé. Dans le couloir, il feuilleta. 17 avril 71, extraction réussie. Davis blessé mais vivant. 8 juin 72, Langston a failli y passer 3 jours dans la jungle. Puis, 24 août, commandement nie la mission après coup. Quelque chose cloche. Collins agit bizarrement. Collins. Le nom résonna. Soudain, un vieillard en fauteuil, tuyau d'oxygène au nez, passa avec un aide-soignant. Il s'arrêta net. « Qui est dans cette chambre » demanda-t-il d'une voix étonnamment ferme. « Clarence Rose. » Le vieux pâlit. « Clarence Rose est ici ?»« Vous le connaissez » demanda Gravois. « Lieutenant Nolan Gravois. »« Édouard Langlois, mais tout le monde m'appelle Pops. Cet homme m'a sauvé en 72, dans un endroit qui n'existe pas. »« Le Vietnam ?» Pops eut un rire sans joie. « C'est ce qu'ils disent. Mais nous, on n'y était pas officiellement. »« Unité fantôme 9. » Pops se figea. « Comment vous connaissez ce nom ?»« Son tatouage. Je l'ai vu. » Dans la chambre de Pops, il confia. « Clarence Rose est l'homme le plus brave que j'ai connu. Notre mission ? Extraire des prisonniers dans un camp au Laos. Mauvaise info, on est tombé dans un piège. On a perdu la moitié de l'unité. Clarence m'a porté 3000 avec une balle dans la jambe. » Gravois avala péniblement. Après, on nous a séparés, débriefés, juré silence. L'unité a disparu des archives. Ceux qui parlaient disparaissaient aussi. Le lendemain, Gravois appela un ancien camarade au ministère, Marc Denis. « Laisse tomber, Nolan, » répondit Marc, la voix glacée. « Ces eaux-là sont trop profondes. Pour ton bien, arrête. » Mais cet avertissement ne fit qu'attiser sa détermination. À l'hôpital, il croisa Lucie. Il y a 3 ans, Clarence est revenu avec une vieille blessure par balle, mais aucune trace dans son dossier. Ils l'ont nettoyé. Gravois partagea. Unité spéciale intégrée, mission hors du Vietnam, effacée. Lucie soupira. Ça explique tout. Une nuit, Gravois vit sa porte défoncée. Des hommes masqués fouillaient son appartement, emportant carnets et notes. Ils le rouèrent de coups. À terre, il comprit qu'il était trop tard pour reculer. Au petit matin, Lisa trouva une vieille cassette cachée dans la doublure de la veste de Clarence. Testament final CR. Dans un vieux Walkman, ils écoutèrent la voix plus jeune de Clarence. « On nous a envoyé sauver des prisonniers. » Mais c'était un mensonge. Ces hommes connaissaient Project Dag. Collins voulait qu'on les fasse taire. J'ai refusé. Walker nous a trahis. La moitié est morte. Je me suis fait piéger, traité de traître, dossier falsifié. Tout ça pour couvrir un programme illégal. Maria Tao, elle, portait notre enfant. Après, plus de traces. Si quelqu'un entend ça, dites la vérité. Quand Gravois montra la photo retrouvée dans sa boîte aux lettres, Clarence tenant un bébé avec Maria à ses côtés, à Danielle, la psychiatre en chef, elle blêmit. « Votre père, c'est Clarence. » Ses mains tremblaient sur la photo. « Mon père adoptif travaillait pour la défense. Je ne savais pas. » « Votre collier, c'est le même papillon que Maria portait. Ils infiltrèrent la chambre par un tunnel oublié. » Danielle s'assit près de Clarence. « Papa, » murmura-t-elle. Ses paupières se soulevèrent. « Tu m'as trouvé. » Il pleura en touchant le pendentif. « Ta mère serait si fière. » La porte s'ouvrit en fracas. Robert Collins entra.
blême. « Sortez immédiatement. » Daniel lui fit face. « Vous avez voulu effacer mon père. Vous n'effacerez plus rien. » Gravois ajouta. « Trop tard. La presse publie tout. » Le scandale éclata. Il éclata d'abord dans quelques journaux régionaux, des colonnes discrètes, presque timides, qui parlaient d'irrégularités militaires, de missions classifiées, de soldats jamais rentrés. Puis soudain, la vague monta. Les grands titres saisirent l'affaire, exposant les visages de jeunes hommes et femmes disparus, des rapports secrets, des ordres griffonnés à la hâte, des témoignages de familles brisées qui n'avaient reçu qu'un silence glacial pendant des années. Les débats firent rage à l'Assemblée, à la télévision, dans la rue. Les gens s'indignaient qu'on ait pu envoyer tant de soldats dans des opérations si opaques qu'elles semblaient n'avoir jamais existé. Sauf dans la chair et les souvenirs de ceux qui y avaient laissé leur vie. Quand les premiers généraux confirmèrent publiquement l'existence de l'unité fantôme, un frisson parcourut tout le pays. C'était la première fois que l'État admettait qu'un tel groupe avait été créé, entraîné, puis effacé des registres officiels. Les gradés, certains encore en poste, durent s'asseoir devant des commissions spéciales et répondre de leur choix. Des visages austères, marqués par les années et la culpabilité, reconnurent qu'ils avaient sacrifié ces hommes dans l'ombre, au nom d'une sécurité dont on ne pouvait plus vraiment définir les contours. Parmi tous ces noms enfin prononcés à haute voix, il y avait celui de Clarence. Clarence, l'homme au regard doux et au courage insondable, celui dont le tatouage, ce serpent qui mordait sa propre queue, devenait désormais un symbole national. Ses compagnons tombés n'avaient pas eu cette chance. Eux n'étaient que des dossiers partiels, des souvenirs douloureux pour des parents trop usés pour encore se battre. Clarence, lui, reçut des funérailles nationales, un cercueil recouvert du drapeau, des clairons qui perçaient le silence, des vétérans alignés, mains crispées sur la visière. Les médias retransmirent la cérémonie en direct. Des millions virent Daniel, droite malgré le poids du chagrin, tenir le petit pendentif contre son cœur, tandis qu'on descendait lentement le corps de Clarence dans la terre. Gravois resta à ses côtés, une main posée sur son épaule, comme un pilier muet. Mais ce n'était pas fini. Dans la capitale, un nouvel hôpital des anciens combattants fut inauguré quelques mois plus tard. À l'entrée, sur l'esplanade baignée de soleil, se dressait une statue monumentale. C'était Clarence, tel qu'il était sur cette vieille photo retrouvée dans ses affaires. L'air grave, le torse nu, laissant apparaître son tatouage. Les artistes avaient gravé chaque détail avec une précision douloureuse, et même ce regard, ce mélange de fierté et de mélancolie, semblait prêt à vous parler. Les gens affluèrent par milliers. Des familles entières, des vétérans en fauteuil roulant, des enfants trop jeunes pour comprendre, tous venaient poser la main sur la sculpture froide, comme pour communier un instant avec son sacrifice. Certains laissaient des lettres, d'autres des drapeaux pliés ou de simples fleurs sauvages cueillies sur le chemin. Beaucoup pleuraient sans bruit. Daniel se tenait là, elle aussi, le pendentif toujours contre sa poitrine, comme un talisman devenu vivant. Elle inspira profondément, puis chuchota à Gravois, la voix presque brisée mais animée d'une force tranquille. Enfin, son histoire est reconnue. Il hocha la tête, la gorge serrée, les yeux fixés sur l'effigie de son ami disparu. Et grâce à lui, d'autres fantômes trouveront la lumière.